Bienvenue tout le monde. Mon nom est Elia, je suis la directrice de l'échange des connaissances à William Shell Canada. Je vais vous animer aujourd'hui. C'est la troisième section de notre webinaire à trois parties aujourd'hui. Donc, c'est la conclusion excitante et j'ai très hâte de partager ça. Je vais commencer en disant que je vous rejoins aujourd'hui depuis les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Et je reconnais également que, en tant que colonne, c'est ma responsabilité de continuer à m'informer sur les conséquences historiques et actuelles du colonialisme et de soutenir le travail de réconciliation et de décolonisation. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent à travers toute l'île de la Tortue. Donc, n'hésitez pas à vous introduire, à vous présenter et à nous laisser savoir d'où vous nous rejoignez. Donc, comme j'ai mentionné avant, nous avons de l'interprétation par aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller au bas de votre écran à droite. Vous allez voir un globe qui dit interprétation et vous allez choisir soit le canal anglais ou en français. Vous allez probablement remarquer que vous avez aussi la possibilité d'allumer votre microphone. Donc, seulement les conférenciers auront leur microphone et caméra allumés aujourd'hui. Donc, c'est juste pour s'assurer que nous ayons un audio très clair pour les interprètes et nous-mêmes. Donc, nous voulons quand même votre participation. Donc, en bas, vous allez voir la boîte de chat. Donc, c'est dans cette zone-là que vous pouvez nous faire des remarques, des commentaires, des questions. Si vous avez des soucis techniques, s'il vous plaît, nous laissez savoir dans ce chat. Si vous avez des questions pour nos conférenciers, nous espérons avoir beaucoup de temps pour la discussion des questions à la fin. Donc, si vous en avez, s'il vous plaît, mettre les questions dans la boîte de Q&A en bas afin qu'elles ne se perdent pas dans le chat. Donc, nous enregistrons aujourd'hui le webinaire. Nous allons partager l'enregistrement de celui-ci par la suite. Ils seront disponibles sur notre site web. Je crois que c'est tout pour les remarques pratiques. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder. Donc, ceci est la dernière partie de notre série à trois parties sur les hébergements et les maisons de transition. Donc, nous avons parlé de cela il y a quelques semaines passées. La deuxième session, c'était sur le design et le développement. Et aujourd'hui, nous allons euh, vraiment parler du développement en tant que tel. Donc, aujourd'hui, nous avons Megan, Kyla et Amanda parmi nous. Donc, Kyla et Megan sont nos, les gérantes d'hébergement de transition et Amanda, c'est la directrice du COSAN, de la société COSAN et elle va nous parler plus tard dans la session. Donc, la dernière chose que nous allons faire avant de passer le microphone à Kyla et Megan, c'est d'avoir un sondage pour avoir juste un sens de qui est parmi nous aujourd'hui, ainsi que vos intérêts. Donc, si vous pourriez prendre un moment pour répondre à ce sondage, dites-nous où vous êtes situé. euh, et par la suite, nous voudrions savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir suite à ce webinaire. Donc, on a quelques objectifs ici énumérés, donc soit les tâches de faisabilité, le financement vers la construction, la conception d'un bâtiment, assurer le financement total d'un projet et l'exploitation d'un bâtiment, donc la construction aussi. Donc, il y a plusieurs choix, donc je vois que les gens sont en train de répondre au sondage, donc je vous donne quelques minutes afin de terminer. Donc, je vais partager les résultats. Donc, nous avons beaucoup de personnes en Ontario, du BC, les Prairies, ainsi que des gens au Québec et dans la région atlantique, et beaucoup d'intérêts assez mixtes, donc beaucoup d'intérêts dans assurer le financement pour des projets, c'est certes un des plus grands, mais aussi la gestion des bâtiments. euh, donc vraiment, il y a un peu de tout en fait. Donc la conception d'un bâtiment, un peu de tout.
Donc, je vais terminer le sondage et sans plus tarder, je vais céder la parole à Kyla et Megan. Bonjour tout le monde, merci Lia, donc bienvenue à notre introduction au processus de développement. Donc, comme on m'a dit, je suis Kyla Tanner, je suis gestionnaire au développement de projets à HFC et il y a aussi Megan ou Amanda Owens qui est la directrice exécutive de Sun Society. Donc, pour débuter, Megan et moi, on va s'introduire davantage et on va pouvoir approfondir ici même. Donc, nous opérons ici depuis 2019 et dans les dernières 4 années, j'ai assisté dans les différents projets en tant que gestionnaire de bâtiment. Et cela, ça inclut appliquer pour du financement, assurer le bon fonctionnement, la conception. Donc, c'est toutes des questions auxquelles on a discuté dans des webinaires précédents. Donc, c'est vraiment une question de, on travaille depuis 2022 à Women Shelters Canada, je travaille sur des projets d'avancement. Bonjour, mon nom est Megan. Je travaille dans le secteur la violence genrée en tant que coordonnatrice et aussi financeur. Donc, j'ai vu beaucoup de familles qui ont subi la difficulté à trouver du logement et comme je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont témoigné, j'ai aussi vu des services essentiels comme des maisons de transition et des abris pour des familles, surtout qu'il y a beaucoup qui n'ont pas assez de financement adéquat pour leurs opérations, ainsi que pour approfondir et exploiter davantage leur projet. Je suis particulièrement passionnée par rapport à la création d'autres maisons de transition et d'abris. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons une série à 3 parties sur le processus de développement et de conception? Donc, beaucoup de gens dans ce monde peuvent être vraiment intimidés par ce secteur. Donc, surtout, vous êtes en train de jongler beaucoup de responsabilités en plus de la coordination. Donc, c'est comme vous faites un emploi complètement à part à côté de votre gestion des appris. Donc, on a créé ce processus pour clarifier et pouvoir permettre une meilleure compréhension du processus du développement pour pouvoir aussi identifier quels aspects de la création et conception de bâtiments qui pourraient vous intéresser. Donc, on va passer à travers les fondations et les bases. Nous allons identifier les questions clés par rapport par exemple, les processus d'embauche, les responsabilités pendant le processus. Et nous savons que le paysage du développement peut être assez mélangeant et très complexe. Donc, nous espérons que vers la fin de ce webinaire aujourd'hui, vous vous sentirez plus confiant par rapport aux prochaines étapes de vos projets. Donc, aujourd'hui, notre session sera la finale. Nous allons développer le développement et le financement. Si vous avez participé au dernier webinaire, ils sont disponibles présentement sur notre site web. C'est aussi intéressant de savoir que cette série, c'est vraiment juste un survol. Donc, chaque section que nous explorons pourrait être un webinaire en tant que tel. Donc, c'est juste pour vous assister sur votre cheminement. Donc, ici, nous avons des questions sur notre contenu. On est en train de regarder un peu on va faire une récapitulation, on va voir la conception, le développement en récapitulation également, parler de construction, avoir des questions par la suite, parler d'opération, avoir des questions et venir à la fin. Donc, nous allons faire une petite récapitulation sur la faisabilité. Donc, nous savons que l'analyse de la faisabilité, c'est un processus qui peut durer très longtemps. Vous allez vouloir désigner une personne pour mener et vraiment mener à terme ce processus. Vous voulez avoir une personne qui sera le champion du projet et vous aurez besoin d'un personnel dédié à ce processus. Donc, essentiellement, vous ne voulez pas que ce soit le directeur exécutif qui gère tout. Il faudra embaucher certainement d'autres personnes, par exemple en développeur, en concepteur, mais il faut que le projet soit financièrement viable avant de débuter. Donc, cela pourrait prendre même quelques années, même avant de commencer la conception. Donc,
Vous pourrez compiler les recherches dans une genre un paquet de recherches d'études appelé le processus de faisabilité. Donc, une fois que vous avez déterminé que vous avez un projet viable, vous allez passer à la conception et le développement. Donc, dans le développement, vous allez vous assurer que tous les membres de votre équipe partagent votre vision et sont engagés au même niveau de succès que vous-même. Donc, vous voulez vous assurer que ce sont des personnes qui vont vous soutenir, vont être patients et vraiment soutenir à toutes les étapes. Vous allez aussi devoir euh, financer et payer de l'argent à différents consultants et faire des activités pendant cette phase. Donc, vous allez peut-être vouloir même avoir des personnes qui vont même écouter un webinaire comme celui-ci. Vous allez également engager votre personnel pour vraiment prendre soin du processus comme vous-même. Et chaque membre du personnel est très important et c'est important que tout le monde soit impliqué dès le début plutôt que plus tard et alors qu'ils attendent des instructions de votre part. Donc, c'est important d'avoir un équilibre entre la conception idéale et les considérations financières. Donc, lorsque vous prenez des décisions, assurez-vous que vous posez plus de questions. Donc, si les architectes demandent de choisir entre deux propositions différentes, assurez-vous que vous posez la question, combien est-ce que cela va coûter? Beaucoup des étapes qui auront lieu à cette étape seront en simultané. Donc le timing, les, les- la- le progrès de la conception et l'assurance de financement également. Donc, finalement, assurez-vous que vous avez des fonds en réserve qui seront disponibles. Donc, par exemple, vous aurez peut-être un peu de succès au début, mais ça va être rapidement déjà dépensé. Donc, assurez-vous que un processus de multi-étapes de construction, il y aura beaucoup de financement en réserve pour chacune d'entre elles. Donc maintenant, allons de l'avant avec la construction, la troisième phase. Donc, la raison primaire, de la construction, c'est vraiment pour la réalisation accomplie de la construction du bâtiment. Donc, c'est vraiment préparer la construction elle-même. Donc, on va parler des activités et les composantes nécessaires à la construction. Donc, il y aura un peu d'administration en construction, il y aura des échéanciers et le budget, ou donc des avances de financement. Donc, surtout, ça peut être, surtout par rapport à l'argent disponible, c'est important de s'assurer qu'il y a quand même des avancements. Et finalement, ça sera la conclusion de votre projet. Donc, on recommande aussi que à la fin de au début de la construction, vous allez avoir un coup d'envoi, une inauguration. Vous allez faire une grande cérémonie d'ouverture. Donc, Megan va parler de ça lors de la phase d'opération. Vous allez également accomplir des, des rapports sur le financement et les dépenses pour vos agents de financement. Combien de temps est-ce que cela va prendre? Donc, vraiment, les échéances peuvent vraiment varier. Donc, pour un projet sur lequel, par exemple, un projet sur lequel Megan et moi, on travaille actuellement, c'est une extension sur un bâtiment existant. Donc, le calendrier, c'est de 8 mois. C'est en fait assez court comme délai. Donc, ça peut être, dans ça, c'est un petit projet, mais en moyenne, ça pourrait être vraiment de façon moyenne 12 à 24 mois. Et des fois, il y a des extensions qui sont plus de 24 mois, surtout si c'est dans le nord ou dans une région assez éloignée. Donc, les échéanciers peuvent vraiment être vraiment plus longs. Donc, lors de l'administration de la construction, nous allons passer à travers ces différents items. Donc, pour débuter, il y aura des rencontres sur nos sites bi-hebdomadaires, donc entre l'architecte, les gérants de projet et les propriétaires qui doivent tous être là. Donc, on a appris à faire les choses virtuellement lors de la pandémie. Donc, c'est sûr que les projets continuent à faire cela, basé sur où tout le monde est situé. Donc, ça peut se passer virtuellement, mais vraiment, c'est important que tout le monde soit présent. Donc, l'architecte va vraiment euh, réviser et vérifier la qualité du travail. Ensuite, nous aurons
Donc, par la suite, nous allons avoir un arpenteur quantitatif, dont cette personne va revoir les coûts. Ensuite, nous allons avoir ce qu'on appelle un changement d'ordre. Donc, c'est quelque chose, ça peut être vraiment une heure de modification sur laquelle vous avez été d'accord, mais peut-être ça peut être modifié. Par exemple, le sol est différent de ce que l'on croyait initialement. Il est plus dur, il est plus mou. Donc, cela peut vraiment avoir un impact sur le projet. Donc, peut-être ça veut dire que vous auriez besoin euh, d'une répartition des terres différentes. Donc, si vous travaillez, par exemple, avec une extension, peut-être qu'on voit, ah, en fait, le bâtiment existant est vraiment, a trop de problèmes et s'écroule. Donc, il faudra tout réviser. Donc, des fois, les gens veulent juste, lorsque vous êtes au milieu du processus et les sous-contracteurs ne veulent pas aller de l'avant avec les modifications, il faut trouver alors un nouveau contracteur. Donc, souvent, ça veut dire trouver un autre architecte ou quelqu'un d'autre. Donc, pour cela, il faut prévoir d'autres coûts supplémentaires associés. Donc, souvent, vous n'allez pas vous faire rembourser même pour les contracteurs initiaux. Donc, c'est très rare en fait qu'il y a des remboursements lorsque cela se passe. Donc, c'est important d'avoir un fonds de contingence. Essentiellement, c'est de l'argent que vous allez rajouter à votre projet. Donc, dans les fonds de prévoyance, c'est vraiment là, c'est des fonds de réserve pour dire, ah, il y a un imprévu, vous devez choisir sous-traitant, cet argent est là. Donc, des fois, il peut y avoir un peu de négociation sur le prix. Ça dépend du contact que vous avez avec votre sous-traitant. Donc, ça dépend aussi de la modification. Donc, si vous dites, par exemple, on veut des différents robinets et là, on en veut des plus chers, c'est sûr que vous allez payer pour ça. Mais si c'est une question que le sol est très différent, donc ça pourrait être quelque chose qui est divisé entre l'architecte, le propriétaire et tout. Donc, en tant que propriétaire, la documentation sera créée pour votre approbation et vous devez sous-signer pour cela chaque fois. Et ensuite, vous allez voir ces changements sur votre prochaine facture. Donc, d'habitude, c'est environ, il y a 15% de frais supplémentaires sur cela, mais des fois, c'est aussi alors, des fois, quand c'est un service qui est fourni, donc, par exemple, un changement de robinet, si vous voulez que ce changement de robinet doit être fait au niveau de la conception. Donc, sinon, l'architecte va faire davantage de frais. Donc, vous allez aussi faire des rapports périodiques et la réquisition dépend des acteurs, des figurants financiers. Donc, chaque quelques mois, par exemple, il faut créer quelques rapports si vous avez affaire avec la province ou autre. Donc, c'est important de considérer ça. Donc, vous voulez vous assurer que vous êtes fidèle à vos échéanciers. Donc, en tant que propriétaire, donc là, vos gestionnaires de projet doivent créer des rapports réguliers. Donc, par exemple, nous, on va vraiment surligner des différentes étapes franchies, des différents succès. Donc, vous allez peut-être avoir des rencontres de CA mensuelles où vous pourrez discuter de ces rapports et ainsi vérifier un peu les étapes qui ont été déjà accomplies et ça vous permet de rester à l'écoute des modifications. Donc, peut-être qu'un membre du CA devrait passer à travers, voir le site si vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous allez aussi recevoir des mises à jour des échéanciers. Donc, par exemple, on va dire, ah, on vient de terminer à verser le béton. Donc, vous allez aussi recevoir un calendrier à jour des sous-traitants de construction chaque mois. Et c'est sûr que la facturation peut être un processus aussi. Donc, euh, des fois, on peut appeler ça, c'est comme une demande de progrès ou une demande d'avancement. Donc, d'habitude, c'est l'architecte peut valider en fait cette demande de progrès. Soit ils vont dire oui, OK, cette demande
est très fidèle au travail qui a été fait et cela convient et, et peut-être que vous avez fait une partie du processus, vous avez dit, ah, le toit est fait, mais en fait, il y a juste une partie qui a été complétée. Donc là, vous allez réviser la facture et revenir à la demande de progrès. Donc, mais il faut juste comprendre que toutes ces parties-là, ça requiert beaucoup d'énergie. Donc, ça peut vraiment être un processus assez rigoureux. Donc, s'il y a beaucoup de demandes de modifications qui surviennent, il faut vraiment considérer le budget. Combien est-ce qu'il reste? Combien sont dans vos réserves? Donc, par exemple, si vous êtes à 30 de dépenses de votre budget total, il vous reste beaucoup d'étapes. Il se pourrait que du financement additionnel soit nécessaire. Donc, peut-être vous vouliez vraiment remplacer les robinets, mais peut-être qu'il va falloir que vous décidiez que, en fait, non, on ne peut pas se permettre pour ces changements et modifications-là. Et maintenant, les factures mensuelles. Donc, vient de parler un peu de cela, mais il faut comprendre que ceux que vous allez recevoir des contracteurs peuvent être assez substantiels. Ça peut être des centaines de milliers d'argent jusqu'à des millions de dollars, euh, qui peut en fait être le budget entier de votre projet. Mais sachez que comment vous payez pour vos factures, c'est en vous servant du financement que vous avez reçu. Mais cela peut devenir assez compliqué. Donc, on va arriver à cette question-là bientôt. Donc, on se sert euh, se sert de ce terme de, de flux de trésorerie très souvent. Donc, il faut penser à comment est-ce que vous en servez pour payer vos factures. C'est sûr, vous allez avoir ceux de construction, mais il y a aussi l'architecte, il y a les gestionnaires. Donc, la façon que vous allez recevoir l'argent de votre financement peut être de diverses façons. Donc, si vous avez postulé, vous avez eu une bourse de 3,5 millions, vous n'allez pas seulement, ils vont pas simplement vous donner un chèque de 3,5 millions de dollars et vous l'assigner à votre bâtiment. Si c'est le cas, ben, vous êtes vraiment chanceux, mais j'ai jamais vu cela de ma vie. Plutôt, on voit deux façons plus euh, fréquemment utilisées. Donc, ça, c'est relié en fait aux demandes de progrès. Donc, par exemple, vous allez recevoir euh, 3 3 30 de ce montant de 1 million, disons. Donc, on va voir ceci au niveau provincial et fédéral. Donc, c'est très commun. On va vous allouer un pourcentage du montant ou bien vous allez recevoir un montant basé sur les factures que vous allez générer. Donc, cette manière est plus compliquée. On va y arriver dans la prochaine diapo. Mais sachez que euh, mais pour le genre d'allocation de financement où vous avez vraiment complété un jalon important, ça, c'est un processus assez détaillé et compliqué. Donc, on va l'examiner de plus près maintenant. Donc, ici, on a un exemple où vous avez des avances de financement. Donc, ceci sera utilisé peut-être dans votre province également, mais la plupart du temps, c'est pour les bailleurs de fonds nationaux. Donc, on va juste examiner ça ici. Donc, le CMHC va vous permettre de recevoir de l'argent seulement une fois par mois. Donc, c'est très précis. Donc, en fait, on va créer un calendrier ici. Donc, c'est pour faciliter, en fait, tout ce processus d'allocation. Donc, pour soutirer de l'argent à chaque étape du processus. Et ce que nous faisons, ou pourquoi nous faisons cela, c'est parce que, par exemple, la facture est d'1 million. Vous n'avez sûrement pas 1 million dans votre compte qui n'est pas utilisé pour quoi que ce soit. Donc, plutôt, vous allez être très organisé pour pouvoir recevoir la facture, compléter toutes les étapes du processus et recevoir l'argent de CMHC pour payer votre facture. Et vous devez la payer d'ici 28 jours. Donc, en fait, vous devez payer ça dans l'espace de 28 jours. Donc, sinon, vous allez être chargé de l'intérêt. C'est pas une métaphore parfaite, mais vous pouvez y penser personnellement si vous payez votre carte de crédit pour payer pour une très grande dépense, mais en fait, vous n'avez pas assez d'argent dans votre compte de banque pour le payer tout de suite, mais vous ne voulez pas être chargé d'intérêt. Donc, qu'est-ce
Donc, lorsque vous le payez sur votre carte de crédit, vous l'alignez avec votre journée de paye afin que vous puissiez donc payer votre carte de crédit en même temps et ne pas être chargé de l'intérêt. Donc, c'est pas parfait, mais c'est un peu semblable. Donc, il y a quelques différences sont que, en fait, pour recevoir l'argent, le soi-disant la journée de paye de CMHC, vous devez avoir tous ces documents nommés. Donc, surtout le document sur la dernière case. Donc, ça, c'est en fait, le, vous devez fournir un rapport de l'arpenteur de quantité. Vous devez fournir, donc si MHC va vous demander de projeter sur l'étendue totale de la construction, combien d'argent vous pensez que vous allez dépenser. C'est sûr que vous ne pouvez pas anticiper ça exactement, donc, mais ils veulent quand même une estimation de cela. Vous allez leur fournir toutes les factures du mois précédent, donc tout ce qui a en fait cumulativement créé cette demande d'1 million de dollars. Mais vous devez aussi faire un rapport de QS. Donc ça, c'est le rapport d'arpenteur. Donc, vous pouvez voir en bas de l'écran ici, c'est la partie en rouge, c'est la journée de réception de fonds. Donc, le CMHC requiert 10 jours pour évaluer, en fait, le dossier complet et vous donner de l'argent. Donc, c'est en fait 2 semaines en termes du calendrier réel. Donc, il faut que l'arpenteur fournisse son rapport à l'avance de la journée de dépenses. Donc, ça doit être en fait avant le premier. Mais eux, ils doivent recevoir beaucoup d'informations pour faire leur rapport. Donc, le certificat de paiement, les certificats de travail. Ils doivent avoir du temps pour créer leur rapport. Donc, on leur donne 1 semaine de plus. Donc, peut-être qu'ils pourraient le créer en 3 jours, mais ça dépend de votre rapporteur. Mais dans ce cas-ci, on va leur donner 1 semaine. Dans ces montants de temps, cela veut dire donc que vous devez avoir une facture moins d'1 semaine avant cela et vous devez avoir la certification du paiement encore dans cette semaine. Donc, ceci est juste pour démontrer que vous avez tellement de paiements et de documents cumulativement qui doivent être bien et stratégiquement distribués dans votre calendrier. C'est pour ça que le calendrier est tellement important et c'est difficile de tout retracer. Donc, si vous manquez un de ces jours, une de ces dates, et que le CMHC ne reçoit pas le paiement à temps, vous n'allez pas recevoir l'argent avant le jeudi prochain et vous aurez déjà eu à payer votre facture au sous-traitant. Donc, juste une petite note ici. La partie la plus difficile pour Megan et moi-même, c'est de vraiment faire le suivi avec tout le monde. Donc, on essaie vraiment de créer un calendrier avec toutes les couleurs et tout et tout. Donc, vous êtes en train de faire le suivi avec eux dès le lendemain. Donc, en tant qu'organisateur et de gestionnaire, on peut pas. Il va, il va toujours avoir l'effort à poursuivre les gens. Et on ne va pas passer dans cette partie, mais sachez que les remboursements de taxes arrivent en même temps, à peu près en même temps. Donc, vous devriez recevoir un pourcentage de votre taxe provinciale et fédérale. Et donc, ça devrait être une partie qui est comptée sur le côté. OK, donc se préparer à fonctionner. Donc, vous devrez commencer à penser à la mise en service de votre bâtiment et vous devrez vous réengager avec votre équipe d'opération s'il n'était pas incluse dans la construction. Megan et moi, nous travaillons sur une liste d'éléments pour lesquels il faut faire le suivi. Donc, elle va passer dans plus de détails, mais sachez que vous allez vraiment avoir vos brouillons de notre part. Si vous avez une politique et procédure d'occupation, un calendrier d'emménagement pour les résidents, un budget pour votre première année de fonctionnement. Et si vous n'assurez pas vous-même la gestion des biens immobiliers, assurez-vous de coordonner avec l'administrateur de biens et que vous êtes tous sur la même page. Essentiellement, le but, c'est de ne pas vouloir que quoi que ce soit tombe entre les failles et que tout fonctionne au mieux. OK, et ensuite, la dernière activité, c'est le récapitulatif de la construction. Et c'est un terme que vous allez vraiment entendre dans l'industrie, mais c'est vraiment pour s'assurer que votre entreprise, votre bâtiment a été construit tel que conçu. Donc, vous avez peut-être engagé un agent de tierce partie. Ça va être une firme d'ingénierie
mécanique ou, d'ingénierie. Donc, vous pouvez avoir un élément assez complexe dans votre bâtiment et c'est pour ça que vous allez les engager. Mais si vous en avez, ils seront également engagés dans cette partie. Donc, la première étape, c'est l'achèvement substantiel. Donc, c'est là où le bâtiment atteint un point où il peut être occupé. C'est vraiment une étape assez importante parce que tout le monde va en parler. C'est une date spécifique et cela est important parce que cela déclenche beaucoup d'implications légales et financières. Donc, on parle des paiements et des périodes de garantie, essentiellement. Après que l'achèvement substantiel soit accompli, le bâtiment est quasiment fini. Et donc, cela déclenche le processus d'inspection. Et donc, c'est le contrôle de tous les défauts et toutes les lacunes du bâtiment. Donc, c'est un examen assez complet du bâtiment pour chercher des défauts de construction avec les finis, la fonctionnalité des systèmes, les imperfections cosmétiques que vous pourriez noter. Une fois que ça a été identifié et documenté, c'est remis à l'équipe de construction et à votre constructeur et cela peut être arrangé pour que vous puissiez avoir le meilleur produit possible. Donc, c'est le constructeur et le client avec l'architecte et l'ingénieur qui vont vraiment faire un passage à travers le projet avec le gestionnaire de projet. Donc, vous allez tous passer à travers le bâtiment ensemble. L'autre élément clé, c'est la remise des clés ou la prise en main, la clé en main. Donc, peut-être que les déficiences vont être encore réparées. Peut-être qu'il y a une petite écaille sur un cabinet ou de la peinture. C'est pas quelque chose qui vous empêche d'occuper le bâtiment. Vous pouvez mettre vos meubles, par exemple. C'est quelque chose qui vous permet d'occuper le bâtiment pendant que les problèmes sont réparés. Vous allez avoir l'obtention de l'autorisation d'occupation. Vous allez également coordonner le versement de la retenue de garantie 60 jours après l'achèvement substantiel. Donc, nous avons des exemples de factures d'1 million de dollars. Vous avez vu cela, vous allez seulement payer 9 000. Il y a 10% qui va être retenu. Et donc, ça, c'est ce qui va être sur la facture de construction et ça va être remis seulement 60 jours après l'achèvement substantiel. Et ça, c'est pour donner cette sécurité que le contracteur et le sous-contracteur vont faire le vrai travail à hauteur de la satisfaction, en fait. Une autre chose qui se passe, c'est que vous allez avoir des instructions et des manuels d'entretien et d'opération et des directives sur comment gérer le bâtiment, surtout du point de vue mécanique. Dans certains cas, les bâtiments peuvent être un peu plus compliqués, surtout ceux qui sont efficaces au niveau énergétique. Donc, ils vont probablement le faire si vous avez une compagnie de tierce partie, mais sinon, ça va être sûrement l'ingénieur ou les constructeurs. Certaines choses sont enregistrées, surtout pour le gestionnaire de propriété. On espère, ou même l'équipe de maintenance, on espère que votre bâtiment sera opérationnel pendant longtemps, mais on va avoir des manuels et des vidéos pour se référer au système. Ensuite, on a la revue du rendement d'opération à 6 mois et la revue de la garantie d'1 an. Ça arrive un peu plus tard, mais on va le mettre ici parce que ça arrive quand même dans le processus de récapitulatif. Et donc, une fois qu'on a fait la vérification de défauts et de déficiences, on va voir toutes les personnes qui passent à travers le bâtiment, qui regardent ce qui ne fonctionne pas. Quand vous avez fonctionné pendant 6 mois, c'est très important que vous fassiez entrer cela avant la garantie, que vous fassiez entrer toutes ces notes avant la fin de la garantie de 1 an. Donc, vous voulez vous assurer que tous les éléments qui sont revus sont entrés avant la date limite d'1 an. Donc, vous avez mis beaucoup d'argent, d'efforts et de temps sur ce bâtiment. Donc, le récapitulatif est vraiment là où vous voulez investir beaucoup. Donc, n'hésitez pas à leur dire, arrangez-moi ça. OK. Et ensuite, les leçons apprises de la construction. Donc, il va y avoir de la surveillance continue par le propriétaire et le gestionnaire de projet pour s'assurer qu'il y a 3 choses qui sont surveillées. L'étendue du projet, le planning et le budget. Le propriétaire doit approuver tout ordre de modification, tous les processus qui vont changer. Les avances de financement vont intervenir à différents moments du projet. Donc, vous devez vous assurer
de vraiment travailler avec cela. Quand vous avez le 30% de payer, d'avoir le 30% d'achèvement, il faut s'assurer de toujours avoir les reçus avec les factures pour toujours avoir un cash flow positif. On veut s'assurer de toujours avoir reçu les fonds pour pouvoir payer les éléments. Le propriétaire doit se préparer à l'exploitation pendant la phase de construction, donc on doit y penser déjà avant la fin du projet pour commencer à avoir toutes les déficiences entre les 6 mois et les 1 an après la période de complétion. Maintenant, je vais m'arrêter pour quelques questions. Parfait, merci Kayla. Donc, juste un rappel, je sais que nous avons des gens qui nous ont rejoints un petit peu après que nous ayons commencé. Donc, si vous avez des questions pour les présentatrices, veuillez les mettre dans la boîte de discussion. Nous allons nous arrêter ici pendant quelques secondes pour voir si quelqu'un écrit dans le chat. Nous aurons également une opportunité de poser des questions à la fin. Donc, assurez-vous de pouvoir être libre de poser des questions à tout moment pendant la présentation, mais dans le chat et nous les reverrons à la fin. Donc, il ne semble pas y avoir de questions. Donc, vous pouvez commencer et nous allons revenir aux questions sous peu. Excellent. Merci beaucoup, Léa. OK, donc, maintenant que nous avons fini avec la construction, nous passons maintenant à notre dernière phase qui est qui sont les opérations. Donc, le but de cette phase, c'est de faciliter l'emménagement facile des résidents et de s'assurer une opération efficace au jour le jour et le fournissement des services aux résidents. Donc, maintenant, on va voir comment établir les opérations dans le bâtiment. On ne va pas nécessairement s'intéresser à des politiques particulières. Donc, les activités dans cette phase incluent la planification des services. Donc, c'est pour nous aider à établir les systèmes et les services qui sont requis dans le nouveau bâtiment. Donc, les systèmes de sécurité pour le feu, l'électricité, le retrait de la neige, etc. Euh, Nous avons également des programmes et des services anti-violence qui vont être présents et accessibles. Vous allez également coordonner l'emménagement des résidentes. Donc, vous pourrez répondre à toutes les questions que ces personnes pourront avoir. Vous allez également faire une synthèse de toutes les responsabilités liées au financement. Donc, c'est là où vous allez finaliser tout ce qui peut être lié au financement qu'elle a mentionné qu'elle a mentionné au début, ainsi que toutes les opportunités qui seront liées au financement. Et ensuite, on va parler de la gestion courante du bâtiment. Donc, ça concerne la gestion des tâches quotidiennes, la perception des loyers, ainsi que l'entretien régulier et la résolution de tout problème d'entretien, ainsi que les adaptations au plan financier et à la gestion du projet. Idéalement, la phase d'opération ne se termine jamais vraiment, mais on s'assure que les résidents ont bien emménagé et que le bâtiment est exploité et géré comme il le faut. OK, donc combien de temps est-ce que cette phase dure? La réponse, c'est que ça pourrait durer pour toujours parce que ça dure toute la durée de vie du bâtiment. Donc, ça dépend du bâtiment et des résidents, mais l'idée, c'est que ça continue de manière indéfinie. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous allons parler spécifiquement aujourd'hui de la mise en place des choses pour les opérations. On ne va pas vous dire spécifiquement comment opérer votre bâtiment, mais quoi considérer avant de faire les opérations. Donc, premièrement, vous voulez considérer la planification des services dans le bâtiment et lesquels. Donc, pour le plan de sécurité et de feu, vous allez peut-être vouloir engager un consultant qui va établir un plan de sécurité incendie. Et vous devez voir s'il y a un sous-contracteur qui peut aider avec cela. Vous devez vous assurer que ce plan soit en accord avec les réglementations en place. Donc, ça inclut mettre en place une ligne téléphonique dans l'ascenseur si vous avez un ascenseur dans le bâtiment. Il va également y avoir une ligne téléphonique pour l'alarme incendie ainsi que l'inspection des systèmes de gicleurs et de détecteurs de fumée. Pour les services publics, vous allez vouloir
transférer ces services publics aux non de l'organisation ou aux résidents individuellement. Je sais que euh, certaines organisations aiment passer les services publics aux résidents pour les aider à construire du crédit. Vous devez vous assurer que vous avez l'assurance des biens et l'assurance de responsabilité civile, la distribution du courrier, l'organisation des ordures ménagères et du recyclage. C'est quelque chose dont vous devriez parler à la municipalité. Également, faire des services de soutien comme l'entretien de l'herbe, de la pelouse, etc. Donc, c'est une bonne chose d'avoir une liste au début parce que certaines de ces tâches vont se passer à la fin de la construction et vous allez avoir besoin de les continuer pendant tout le cycle de vie du bâtiment. Et également, en termes de fournisseurs de services de soutien, vous allez devoir également vous préparer aux programmes qui sont offerts à l'extérieur du bâtiment pour la communauté au sens plus large. Donc, certains vous en êtes déjà familiers, mais vous pouvez avoir des services de conseil, de thérapie pour les enfants, pour les femmes. Vous devez vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ce programme avant l'emménagement des résidentes. Ensuite, on parle de la partie où les résidentes emménagent vraiment dans le bâtiment. Donc, avant cela, vous devrez vous assurer de, si votre bâtiment a des aires communes, de les avoir inspectées. Vous allez également avoir un bureau de Vous allez également signer les contrats de location et établir où se situe le bureau si jamais vos locataires essaient de venir vous rencontrer. Euh, Certaines personnes considèrent des certaines fournir des éléments aux résidentes et vous pouvez considérer cela également. Il faut également évaluer les attentes l'attente des résidentes. Nous savons que certaines des refuges font des évaluations mensuelles, ce qui est également possible pour vous. Donc, vous devez vous assurer que tous les accords et les politiques de résidence sont signés. Donc, ça peut avoir l'air assez différent par rapport à un service de loyer normal. Donc, assurez-vous d'avoir toute la documentation, non seulement pour le logement, mais également pour les exigences du programme que vous fournissez. Vous allez également donner des exigences aux clients et aux résidents en lien avec le feu et la sécurité et pour tout élément lié à la sécurité pendant leur séjour. Vous pouvez créer un événement de grande ouverture pour célébrer cet achèvement. Donc, ce qui est important, c'est que le processus d'emménagement, c'est assez critique pour s'assurer qu'il y a une bonne expérience et pour s'assurer d'avoir un sens de communauté dans le bâtiment. Donc, vous voulez vous assurer de garder cela en tête au fur et à mesure que les résidents défilent dans le bâtiment. Vous aurez également des éléments à terminer avec le financement. Donc, vous allez préparer la demande finale de financement au bailleur de fonds une fois que les travaux de construction sont terminés. Vous allez également avoir à travailler avec un conseiller financier pour faire l'audit des coûts du capital et également avec un comptable pour créer les documents pour le remboursement des taxes. Pour la gestion courante du bâtiment, vous allez devoir préparer un plan d'entretien pour voir comment le bâtiment sera entretenu et comment les réparations seront adressées. Donc, comme qu'elle l'a mentionné un peu plus tôt, vous devrez arranger une vérification de garantie après un an. Vous voulez vous assurer que s'il y a des problèmes, le constructeur puisse s'en charger tant que c'est couvert par la garantie. Vous voulez également euh, établir les responsabilités de la personne responsable de la gestion du bâtiment, incluant les relations avec les résidentes, la perception des loyers, le contrôle des dépenses de fonctionnement, les rapports financiers, tenue de registre, entretien des biens, réparation lorsque nécessaire, ainsi que la surveillance des problèmes de sécurité ou les brèches de sécurité. Vous voulez également vous assurer de, du fonctionnement des programmes à l'extérieur du bâtiment pour la communauté. Donc,
des leçons apprises des opérations. Donc, je veux juste mentionner que les opérations et les politiques d'opération pour la deuxième phase, ça peut être une autre série complètement différente de ce webinaire. Alors que même si j'ai travaillé dans un refuge, je ne suis pas une experte des opérations. Je sais, nous savons que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de refuges et que ces personnes ont beaucoup de questions. Donc, en réponse à cela, notre équipe d'échange de connaissances, c'est Lia, notre hôtesse de ce webinaire aujourd'hui, qui offre une communauté de pratique pour 21 refuges. Donc, cette communauté pratique va être spécialement pour les refuges à travers le pays pour discuter les opérations dans le logement de deuxième phase, pour identifier des défis que les gens peuvent rencontrer, pour travailler ensemble pour trouver des solutions. Ces personnes partagent des connaissances de grande valeur et des conseils pour chacun. Donc, la communauté de pratique est pour le moment fermée, mais il y a beaucoup de valeur dans ce groupe et Hébergement Femmes Canada euh, essaie de créer des ressources pour vous aider un peu plus. Donc, restez connectés. Et si vous avez des questions, vous pouvez parler avec Léa qui va vous répondre à vnw.ca. L'adresse est dans la boîte de discussion. Donc, je vais vous dire quoi considérer avant l'ouverture de votre bâtiment. Donc, ici, voici quelques leçons à retenir de cette phase. Donc, vous devez considérer et envisager tous les services qui seront nécessaires pour le bâtiment et les préparer avant l'emménagement. Ça va être essentiel pour les résidentes que ces services soient établis comme le retrait des ordures ou le retrait de la neige. Pour prendre le temps de célébrer les achèvements, organiser une grande ouverture et inviter l'équipe après avoir préparé les résidentes à l'emménagement en veillant à ce qu'elles se sentent à l'aise. Donc, vous devez également prendre le temps de célébrer, organiser une grande ouverture et inviter l'équipe, la communauté, les partenaires, les bailleurs de fonds. Nous voulons simplement vous encourager à reconnaître l'accomplissement significatif de cet élément. OK. Donc, ceci conclut notre phase d'opération qui veut dire que vous êtes arrivé à la fin de notre série de webinaires. Donc, félicitations et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons faire une synthèse des trois webinaires. Donc, nous voulons reconnaître que le processus de développement au complet peut prendre plusieurs années. Certains projets peuvent prendre plus de 10 ans. Reconnaître que le processus n'est jamais exactement tel qu'on l'a imaginé. Chaque projet est très unique avec ses propres défis, ses propres obstacles. Si vous êtes en train d'assister à votre premier webinaire, nous avons parlé de toutes les lignes un peu croches de votre parcours où vous allez avoir vos propres lignes croches. Et donc, ce n'est jamais vraiment un parcours tout droit. Nous allons engager une équipe qui croit au projet. Nous allons engager des consultants et des experts et nous espérons que cela va vous aider au fil du temps. Vous devez avoir une équipe pour mener le projet jusqu'au bout et en tant que directeur exécutif, c'est votre travail de d'aller jusque-là. Vous pouvez utiliser notre série de webinaires comme suggestion pour vous montrer comment procéder. Vous devez avoir une équipe à la fois pour le programme et la gestion, les programmes et la gestion du bâtiment en tant que tel. Les réserves de trésorerie sont importantes, même si vous obtenez de nombreuses subventions et que vous collectez des fonds, vous aurez besoin de liquidités pour progresser et arriver à complétion. Ensuite, trouvez un équilibre entre la conception idéale de votre bâtiment et les considérations de coût. Donc, Kayla a parlé des balcons et comment parfois dans un bâtiment, on valorise l'espace extérieur et le fait d'avoir cela pour les résidentes. Mais les balcons coûtent cher, donc peut-être qu'avoir un balcon pour chaque unité n'est pas faisable parce que ça coûte trop cher. Donc, vous allez peut-être vouloir faire un compromis et mettre peut-être un balcon par étage. Et comme je l'ai dit, vous allez vouloir célébrer les étapes à travers le processus, pas juste la grande ouverture. Tous les éléments comme par exemple la première pelletée ou la pose de la première brique sont des choses à souligner. Et plus que tout, vous devriez être fier de vous-même.
Et donc, sur ce, j'aimerais ouvrir la parole pour toutes les questions que vous puissiez avoir. Merveilleux, merci beaucoup. Nous avons quelques questions qui nous sont parvenues. Donc, certaines de ces questions sont à propos des réserves de cash. Donc, est-ce qu'il y a une quantité à mettre dans les réserves financières? Est-ce qu'il y a un pourcentage à utiliser? Donc, est-ce qu'on peut parler plus des réserves de trésorerie? Oui, donc c'est une très bonne question. J'ai entendu les gens dire 10% et je pensais que c'était un montant dont vous auriez besoin de contribuer par rapport à votre propre argent vers le projet. Megan et moi, nous travaillons sur un projet où ils ont fait une levée de fonds de plus de 30% du coût total du projet. Donc, je ne sais pas qu'il y a un nombre écrit pur et dur. Vous allez définitivement appliquer pour recevoir d'autres fonds. Donc, vous n'avez pas besoin de lever autant de fonds. Mais en termes de taux, nous avons parlé à des refuges qui font des hébergements qui font des études de faisabilité. Et donc, ils ont mis de côté, que ce soit avec les surplus ou des levées de fonds, ou parfois vous avez un don de membres de la communauté qui croient vraiment à la partie de deuxième cycle. Et donc, vous pouvez inclure cela également. Mais je dirais vraiment à l'extérieur, peut-être quelques dizaines de milliers de dollars pourraient aider et permettre d'engager quelqu'un d'autre pour vous aider comme un consultant, comme on a dit auparavant, la préconstruction. Mais il va y avoir des moments à travers le projet où vous allez être dans un point un peu plus difficile où vous allez avoir besoin vous savez que vous aurez le financement et vous attendez qu'on vous envoie l'argent, mais on ne vous l'a pas encore remis. Et c'est là où vous allez avoir besoin des réserves de trésorerie, mais euh, en termes généraux, ça m'étonne que vous puissiez vous en sortir sans moins de 10% du coût total du projet, mais certaines personnes anticipent que ce sera un chiffre important. Et vous voulez également faire de la levée de fonds en termes de capital. Et une fois que vous avez un momentum en termes de bourse, c'est plus facile de sécuriser d'autres fonds parce que vous montrez que plusieurs niveaux de gouvernement sont impliqués. Donc, c'est toujours une opportunité pour que les gens puissent contribuer au projet. C'est une étape assez cruciale que Megan et moi avons rencontrée et qui apporte beaucoup de succès au projet également. Merveilleux, merci. Donc, une question qui est venue à propos de l'accès au prochain webinaire. Donc, vous pouvez l'ajouter à la librairie. Ici, c'est disponible en français et en anglais et dans à peu près une semaine, nous aurons également ce webinaire en anglais et en français. Il y a une question ici à propos du type d'approbation qui devrait être fait en termes des politiques en place. OK, et je vais également noter par rapport aux anciens webinaires, si vous êtes sur la liste de courriels de notre organisation, vous allez recevoir un beau rappel de notre part avec les liens quelque part en juillet. Donc, l'approbation du conseil. Donc, en général, lorsque nous commençons à parler à un hébergement qui est intéressé et qui dit, oh, nous sommes intéressés à construire ceci ou cela, nous disons, OK, est-ce que ça fait partie de votre planification stratégique? Et je sais que d'autres gestionnaires de projets vont faire cela également avec le conseil. C'est assez bon à savoir que ce n'est pas juste quelque chose qui vient du staff, par exemple, parce que vous êtes sur le terrain, vous connaissez les besoins désespérés, mais si vous n'avez pas le conseil qui est avec vous, ça va être plus difficile, n'est-ce pas? Donc, vous voulez qu'il soit du même côté que vous. Donc, si vous avez de la planification stratégique, des sessions à long terme à faire avec elle, euh, montrez-leur que, OK, notre hébergement existant est en train de s'effondrer et nous avons besoin de remplacement. Nous avons un grand besoin euh, nous avons un grand besoin de plus d'unités ou de d'éléments
de logements de second cycle. Et donc, c'est important d'avoir ces conversations à cet endroit-là. Et c'est ce qui vous donne euh, de l'adhérence au projet. Et donc, de l'adhésion au projet. Vous voulez également peut-être avoir un gestionnaire pour travailler avec vous, ou au moins l'approbation que vous allez explorer l'engagement d'une ressource si ces personnes ne veulent pas nécessairement être impliquées dans qui est engagé. Si c'est une grande quantité de financement, vous voulez par contre leur soumettre cela. Ce n'est pas obligé d'être extrêmement formel. Vraiment, euh, impliquez cela dans les rencontres régulières que vous avez. Juste mettez-le dans les notes de la rencontre et de manière à ce que ce soit documenté. Juste pour dire oui, il y a une motion pour explorer l'engagement d'un gestionnaire de projet tant que ça coûte moins que 30 000 dollars. Je ne sais pas, j'invente bien sûr, mais je pense que c'est une bonne façon de faire des choses, c'est à travers différentes motions dans les rencontres. C'est comme un élément qui reste persistant dans la rencontre. On se dit, OK, il y a ce projet à l'ordre du jour et donc voilà les avancements. Et donc, si on parle plus de financement, n'attendez pas le conseil, juste faites entrer le financement. Mais si c'est lié à une hypothèque, absolument oui, il faut le faire entrer dans cet élément. OK, merci, merveilleux. Donc, il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de questions-réponses en ce moment. Donc, et si nous pouvions passer, Amanda, à ta portion, et ensuite on aura plus de temps pour les questions à la fin. Donc, continuez de les mettre dans la boîte de discussion alors qu'Amanda parle. Merci beaucoup, Léa. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Amanda Owens et je suis la directrice générale de la Kessan Society. Nous sommes situés sur le territoire traditionnel non cédé des Tsimshan, des peuples Kitsela et Kitsumkalum, qui sont au nord-ouest de la Colombie-Britannique, plus connus sous le nom de Terrace. Je travaille à la Kessan Society depuis 2007. J'en suis la directrice exécutive depuis 2014. Nous sommes une organisation faite euh, qui gère les problèmes. Nous sommes une organisation qui gère les problèmes de lutte contre la violence, plusieurs programmes de logement social et des programmes de sécurité alimentaire. Donc, nous sommes à quelques semaines de l'achèvement de notre projet de logement de deuxième phase de 22 unités. Avant cela, nous avons achevé un projet de logement abordable de 45 unités. Et en ce moment, nous sommes dans la phase de conception d'un projet de 39 unités à revenus mixtes. Donc, pendant la construction, nous avons réalisé que c'est très utile de faire le tour du bâtiment fréquemment le long du processus de construction. Donc, en parcourant le bâtiment, ça va vous donner une meilleure idée de comment le fonctionnement se déroule et vous pourrez identifier les éléments qu'il faut modifier et nous espérons sans que ça n'ait un incident significatif sur la conception ou le coût. Une chose qui était importante, c'était de, de voir, par exemple, que dans la salle de lavage, il y avait des fenêtres qui étaient assez basses, en bas de la hauteur du comptoir. Et ça ne me semblait pas juste. Je ne pensais pas que c'était très fonctionnel et donc nous avons demandé aux constructeurs de lever la hauteur des fenêtres pour qu'il y ait des comptoirs en dessous des fenêtres et les constructeurs ont été en mesure de faire ce changement. Un autre élément qui nous a été amené pendant le parcours du bâtiment, c'est qu'à l'extérieur, il pleuvait cette journée-là, ce qui était une chance pour nous. À l'extérieur du bâtiment, euh, à partir du poids, il y avait une ruée de pluie qui venait directement, euh, qui tombait du toit. Donc, ça, nous avons questionné l'intendant du site à ce propos et sur comment ça allait être réparé. Et c'est comme ça que ça devait rester apparemment. Et j'ai dit que ce n'était pas acceptable parce que ce n'est pas quelque chose de sécuritaire pour l'hiver. Et ça peut devenir un morceau de glace qui peut tomber sur le sol. Avec toutes ces pluies qui tombent, donc finalement, on a pu approuver la construction et euh, d'après les constructeurs, il n'y aurait pas de problème avec l'eau qui
coulerait. Donc, c'était des choses très importantes. Donc, posez beaucoup de questions si vous n'êtes pas sûr d'une certaine chose. Donc, comme Kyla et Megan ont mentionné, contactez vos fournisseurs de services dès que possible pour des choses comme les lignes téléphoniques, les poubelles, les gestionnaires technologiques. Donc, des fois, on ne va pas nécessairement demander ces questions technologiques pour rapport au Wi-Fi, des choses comme ça. Donc, pour nous, c'est important de vraiment contacter nos services informatiques dès le début pour avoir des relations de confiance en allant de l'avant. Et en parlant de financement, assurez-vous que vous allez parler à vos banques de- pour comprendre comment est-ce que les fonds vont être déposés. Donc, nous, on a eu des enjeux parce que nos limites étaient pas assez élevées. Donc, alors que les fonds étaient déposés dans nos comptes de banque et on essaie de les envoyer aux contracteurs, ça a été bloqué par nos banques. Donc, cela a créé un délai à nos paiements de plusieurs jours. Donc, assurez-vous que vous parlez à vos banques pour avoir des limites assez élevées parce que des fois, les coûts peuvent être plus d'1 million de dollars pour des projets comme cela. Donc, aussi, assurez-vous que vous avez les approbations nécessaires au niveau du CA afin de pouvoir distribuer de façon appropriée vos fonds. Donc, dès que votre projet sera complété, vous allez faire un- juste un visionnement du projet. Vous allez vouloir parcourir le bâtiment, allumer chaque mécanisme, chaque application. Assurez-vous que d'identifier les éléments. On a découvert que si vous n'avez pas tout vérifié, tout ne sera pas nécessairement en ordre et vous voulez les faire modifier dès que possible. Parce qu'une fois que tout est ancré dans le béton, c'est plus difficile à les modifier par la suite. Aussi, décaler en fait le déménagement de tous vos locataires. Donc, vous voulez vraiment que les gens y aillent graduellement afin que les gens puissent comprendre le fonctionnement et que les résidents puissent se sentir à l'aise. euh, et que par la suite, vous pourrez vraiment juste essayer d'adoucir toutes les étapes. Donc, nous, on a eu en fait un panel pour vraiment créer un processus de décision équitable pour les chefs de projet. Donc, comme ça, ils ont pu filtrer les différentes demandes reçues pour faire une embauche appropriée. On a aussi une équipe d'opération qui inclut le RH pour s'assurer que nos descriptions d'emploi étaient adéquates et que l'affichage de nos emplois était aussi adéquat et qui est en ligne avec nos échéanciers. Donc, on s'est alloué environ 2 semaines pour des formations de notre personnel et on a embauché notre coordonnateur de programme pour en fait vraiment créer en fait la mise en place du bâtiment en tant que tel. Et encore une fois, on travaille avec nos bailleurs de fonds pour s'assurer que nos ententes sont en place. Ils ont pu nous fournir avec beaucoup d'ébauches sur nos politiques. Et au BC, en Colombie-Britannique, il y a des associations euh, que nous pouvons contacter si nous avons des questions. Et aussi une liste d'envoi où on peut aussi recevoir des ressources et des informations pertinentes pour aussi être connecté avec des personnes à l'échelle provinciale. Donc, je pense que c'est à peu près cela par rapport à notre expérience, euh, par rapport aux opérations de notre projet. Super, merci Amanda. Donc, avant de débuter notre dernière période de questions, on va revenir à nos dernières diapos. Donc, c'est un bon moment pour poser vos questions dans la boîte de questions.
Merci beaucoup, Léa. Donc, ceci est notre webinaire final dans notre série de 3 parties. Si vous avez manqué une session précédente, elles sont toutes elles ont toutes été enregistrées, elles sont sur notre site web et on a mis le lien dans la boîte de chat. Donc, je crois que c'est dans la section webinaire précédent. Donc, comme mentionné au début de la présentation, Kyla et moi-même, nous avons créé plusieurs ressources pour vous desservir. Donc, lorsque vous recevrez les copies des diapos dans les liens suivants, ça vous permettra d'accéder aux ressources. Si vous avez des idées pour des ressources qui pourraient être utiles, s'il vous plaît, contactez-nous et on fera tout en notre possible pour les créer. Nous voulons créer des ressources qui vont vraiment pouvoir vous assister dans vos projets. Ça, c'est notre objectif à la fin de tout cela. Si vous avez des questions ou suggestions, faites-nous en part. Vous pouvez aussi rejoindre notre liste d'envoi. Donc, c'est pour vraiment rester au courant des différents événements reliés au développement de maisons de transition et de second stage. On partage des relations pertinentes, des ressources que nous avons développées à l'interne. Donc, comme Carla a dit aussi, si vous êtes déjà sur notre infolettre, soyez à l'affût pour euh, un courriel qui contiendra les enregistrements de ces 3 webinaires. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui et nous avons hâte de répondre à toutes questions que vous auriez. Donc, génial, merci. Une question qui a été soumise après le dernier webinaire fut concernant les opportunités de financement et quelles seraient disponibles pour ce type de construction. Oui, ça, je crois que ça, c'était en fait la question la plus choisie à l'ordre de notre sondage. Donc, on essaie vraiment de surligner cette question-là. Donc, Megan et moi, on a créé une liste de financement national. Pour le, donc, on parle il y a des ressources qui sont pertinentes au SCH, SCHL et aussi pour la Fédération nationale. Donc, on essaie de vraiment trier afin que ça soit plus facile de comprendre quelles ressources de financement seraient plus appropriées pour votre organisme. Donc, nous espérons aussi qu'il y aura du financement au niveau municipal, mais nous sommes plutôt familières avec les ressources de financement provincial, mais le FCM a en fait créé une liste ou un outil où vous choisissez dans votre province et ensuite ils vont vous définir une liste. Je vais partager cet outil après. Et vous devriez aussi regarder des... Allez voir les fondations en fait. Donc, par exemple, si vous êtes sur notre infolettre, vous aurez vu il y a des programmes de RBC qui sont disponibles, qui sont pertinentes aux constructions, par exemple. Et en tant que les fondations, Megan et moi, on a travaillé sur un peu d'entre elles. Euh, on a tendance à avoir beaucoup de réjections, mais cette semaine, on a eu quand même un succès. Donc, ça vaut absolument la peine. Euh, et des fois, même pas besoin d'attendre l'appel, mais vous pouvez simplement juste expliquer le besoin de votre organisme et pourquoi c'est important. Donc, prouver que c'est vous qui devrez avoir l'argent. Et j'ai aussi mentionné avant, vous pouvez faire des campagnes de financement. Ça peut être utile. Peut-être que ça ne sera pas la première étape quand vous avez 0 $, mais une fois que vous avez un certain fonds en réserve, vous pouvez demander aux gens pour des donateurs individuels. Ça dépend qui est dans votre communauté, qui a accès à de l'argent. Certains abris vont faire des campagnes à l'interne, ou certains auprès de leur personnel, mais même si vous travaillez si vous travaillez sur un nouveau projet, vous avez déjà un chef de projet, ça pourrait être une façon de trouver de l'argent en citant directement ce nouveau rôle, par exemple. Donc, il y a des choses qui existent, mais des fois, il faut vraiment tenter d'accéder à tout le monde. Mais on a parlé en fait de cette liste de financements qui sont là et on espère que vous allez avoir du succès parmi ceux-là. Il y a une question de suivi.
Donc, comment est-ce qu'on peut même être au courant de ces possibilités de financement? Eh bien, inscrivez-vous à notre liste d'envoi. Nous avons partagé celle d'RBC récemment. On a fait la même chose pour les bourses de CHSC récemment. Donc, pour être honnête, la façon que le financement a été alloué, ça avait vraiment pas tant de sens qu'on le partage dans notre infolettre, mais des fois, c'est bouche à oreille, mais certainement l'infolettre. Et si vous avez un chef de projet ou bien un consultant, ces deux personnes-là devraient être vraiment à l'affût de ces opportunités. J'aimerais aussi rajouter que, pour complémenter Kyla, que beaucoup de ces choses-là, beaucoup des fonds et c'est vraiment une recherche sur Google en fait, mais c'est très stratégique. Il y a des multinationales qui ont des fondations attachées, dépendantes de la multinationale. Donc, par exemple, ABC a cette infrastructure, un fonds d'infrastructure, par exemple, qui est pour justement pour subventionner des projets de second stage. Rona aussi, parce qu'ils ont des projets de matériaux de construction, ils ont une fondation. Donc, c'est réellement une recherche Google pour être complètement honnête, parce que souvent, il y a des possibilités qui existent, qui vont fournir moins d'argent, mais qui sont néanmoins très, très importantes à la fin de tout cela. Donc le mieux que vous diversifiez en fait vos recherches et vos sources, le mieux que ça va être. Et comme par exemple, Megan est en train de travailler sur des documents sur comment découvrir ces multinationales dès lors et comment créer les applications pour postuler. Donc, on va partager ça dans les mois à venir. Donc, ça peut probablement prendre un peu d'apprentissage, mais aussi c'est stratégique. Oui, c'est sûr, c'est pas un processus facile et c'est en continu, surtout pour les organismes à but non lucratif et les charités. Trouver 1 million, wow! Je suis sûre que c'est pas facile pour vous tous. J'ai de l'empathie. Super, génial. Donc, je n'ai pas de questions dans la boîte de chat. Je vais donner au public la chance de poser des questions. Oui, Kyla? Est-ce que je peux demander à Amanda? Oui, tu as parlé en termes de faire vraiment un parcours du bâtiment. Donc, est-ce que c'était vous? C'était le chef de projet? Donc, je sais que ton exemple est vraiment génial. Comme, est-ce que tu as une idée, une liste de comme, ah, ça, c'est des choses que je devrais vérifier? Comment? Donc, c'est sûr que tu vas regarder les plans de conception, mais c'est vraiment différent quand tu le vois en direct. Donc, quand tu vois, De petites choses alors que vous êtes là et quand on passe à travers le bâtiment, on voit les choses qu'on n'aurait jamais remarquées sur les plans. Et donc, c'est important à chaque étape du processus. Euh, donc, c'est important de voir comment nous mettons tout cela ensemble et comment nous travaillons en tant qu'opératrice. Et donc, c'est très important d'être une avocate pour soi-même, pour le programme et pour le personnel, pour, euh, pour passer en opération parce que si vous ne savez pas avec quoi vous faites affaire, ça peut être un désastre. Et quand vous dites nous, est-ce que c'était vous et un autre membre du personnel? Oui, désolé, un collègue qui faisait aussi partie de tous ces projets. Merci. OK. Et une question, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à la liste de courriels que vous mentionnez depuis tantôt? Donc, il y a plusieurs façons. Donc, quand Léa envoie les diapositives pour les
diapositive. Vous pouvez l'ouvrir, c'est un PDF. Vous allez à la dernière diapositive, vous cliquez sur le lien et cela va vous emmener directement à notre liste d'inscription. Mais vous pouvez également mesurer, vous pouvez également vous connecter sur notre site web ndvaw.ca et vous allez voir des options sur la boîte de sur la boîte sur le côté, la liste déroulante. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez nous les envoyer. Vous écrivez à Léa par courriel et nous pouvons vous inscrire, mais il y a plusieurs façons différentes de nous rejoindre. Merci. Et j'ai mis le lien pour le projet de deuxième cycle dans la boîte de discussion. Donc, vous pouvez, si vous l'ouvrez en fait sur le côté gauche, vous allez trouver directement de quoi vous inscrire. Donc, je ne vois pas de questions supplémentaires. Donc, peut-être que je peux prendre cette opportunité pour vous dire un grand merci à la fin de de notre série en trois parties à nos présentatrices, Kayla, Megan et Amanda. Merci d'avoir mis cela ensemble pendant les trois sessions. Ça a été une très grande quantité de merveilleuses questions et je sais que depuis, même avec les questions et les retours, je sais que tout le monde a beaucoup apprécié. Merci d'avoir mis cela en place. Merci d'avoir permis de nous mettre des ressources de manière si accessible. Je voudrais remercier notre équipe d'interprétation qui était ici, ainsi que les personnes qui ont travaillé sur les précédentes sessions. C'était merveilleux de pouvoir travailler avec vous. Et enfin, finalement, je dirais également merci à toutes les personnes qui sont venues participer, parce que c'est pour cela que ces personnes-là sont présentes. C'est pour avoir vos retours, pour avoir vos commentaires, votre connaissance. Donc, merci beaucoup pour votre présence.